Il n'avait pas grandi dans la misère. Sa famille n'était ni riche ni pauvre, assez pour vivre sans honte, mais jamais assez pour briller. Depuis le lycée, Karim fixait les enfants des ministres et des hommes d'affaires, leurs montres dorées, leurs baskets blanches sans taches, leur mère qui arrivait en voiture luxueuse aux réunions. Il voulait ce monde, pas pour survivre, mais pour briller, sentir sur sa peau l'odeur du cuir neuf, entendre le moteur d'une voiture qui annonce la victoire quand il tourne la clé, voir les regards d'admiration des autres garçons, le respect silencieux des filles. Il a travaillé, il a obtenu tous ses diplômes. Il est devenu influenceur, mannequin, goûtant aux soirées où le champagne ne s'arrêtait jamais de couler, où les corps se mêlaient dans des lumières rouges. Il a quitté la maison de ses parents avec un sourire arrogant, croyant que ce départ était le début de sa liberté. Il croyait que l'argent qu'il commençait à gagner était le signe qu'il allait entrer dans ce monde doré qu'il avait toujours convoité. Mais dans ce monde, rien n'était gratuit. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour il serait dans les salons privés d'hôtels 5 étoiles, acceptant des propositions qu'il n'avait jamais envisagées. Il n'avait jamais imaginé que pour monter plus haut, il faudrait qu'il vende son corps à ceux qui détiennent le pouvoir. Pas par plaisir, ni par choix, mais par soif de continuer à gravir cette échelle qu'il croyait être celle de la réussite. Il ne savait pas qu'à chaque nuit passée avec un ministre, un président, un conseiller puissant, un morceau de sa chance s'en allait, qu'un fragment de sa vie disparaissait silencieusement. Il ne savait pas que toutes les femmes qui s'allongeaient avec lui mouraient peu après ou perdraient tout ce qu'elles avaient sans qu'elles ne comprennent jamais pourquoi. Il ne savait pas qu'il n'avait que 5 années devant lui avant que ce luxe qu'il avait tant désiré ne se transforme en son tombeau. Il ne savait pas qu'en courant après le luxe, il signait un pacte qu'il ne verrait jamais, qu'il vivait sa propre condamnation une goutte après l'autre, nuit après nuit. Il est né dans une maison modeste où les murs étaient peints avec soin, où il y avait toujours de quoi manger, où l'électricité ne manquait pas souvent. Ses parents, Amadou et Fatima, faisaient tout pour qu'il ait une vie respectable, même si parfois il entendait les chuchotements sur le loyer en retard ou les factures qui s'accumulaient. Il n'a jamais manqué de chaussures, mais jamais de celles qui faisaient tourner les regards dans la cour du lycée. Il avait tout pour vivre normalement, mais cela n'a jamais suffi à combler ce vide qui grandissait en lui. Dès le lycée, il les observait. Ces enfants qui arrivaient déposés par des chauffeurs en berline noire, portant des sacs coûteux, des bracelets brillants qui semblaient annoncer leur avenir sans difficulté. Il ne comprenait pas pourquoi lui devait rentrer à pied pendant qu'eux s'amusaient dans des villas, poster des stories de leurs vacances à l'étranger, porter des baskets qui coûtaient le salaire mensuel de ses parents. Il s'asseyait dans les classes, fixant leurs montres scintillantes, leur assurance quand ils parlaient, leur rire qui n'avait pas peur de manquer de quelque chose le lendemain. Un jour, il s'était promis à lui-même que plus jamais il ne serait celui qui regarde. Il s'est mis à travailler, étudier, se forcer à avoir les meilleures notes, pas seulement pour rendre fiers ses parents, mais pour s'offrir un chemin vers ce monde qui le fascinait. Pourtant, même ses diplômes n'effaçaient pas la brûlure de son complexe lorsqu'il voyait ses camarades de classe fêter leurs anniversaires dans des hôtels de luxe pendant qu'il s'excusait de ne pas pouvoir offrir un cadeau à hauteur de ce qu'ils attendaient. Ce vide grandissait, se transformant en une obsession silencieuse. Les pages Instagram de ses camarades riches, leurs photos en boîte de nuit, leurs vêtements griffés, leurs selfies dans des voitures dont il rêvait. Il les enviait, mais il les admirait aussi, se jurant qu'il trouverait un moyen d'être à leur place. Chaque soir, il s'endormait avec le goût amer du manque, mais avec un feu dans le ventre qui lui disait que tôt ou tard, il ferait partie de ce cercle. Il ne savait pas que ce feu le mènerait à tout risquer pour être accepté dans ce monde. Et lorsqu'il entra à l'université, il commença à se rapprocher de ceux qu'il avait toujours admirés, sans savoir que derrière leur sourire doré se cachaient des portes qu'il ne pourrait plus refermer. Il avait travaillé dur, accumulé les heures de révision, supporté les humiliations de certains professeurs, mis de côté ses distractions pour atteindre ce but, obtenir ses diplômes avec honneur. Lorsqu'il les reçut, il sentit une fierté légitime gonfler sa poitrine, comme si pour la première fois, il s'était hissé à la hauteur de ce qu'il admirait tant. Ce jour-là, il se promit que plus jamais il ne ressentirait cette honte de ne pas pouvoir participer aux conversations sur les voyages, les vêtements ou les rêves de luxe. Mais un diplôme n'apporte pas toujours l'argent immédiatement, et il le savait. Alors, il utilisa ce qu'il avait, son corps, sa beauté, sa jeunesse. Il ouvrit un compte sur les réseaux sociaux, commença à poster des photos de ses looks, de ses séances de sport, de ses rares sorties dans des lieux chics. Lentement, il gagna en abonnés. Les marques locales commencèrent à le contacter, d'abord pour des réductions, puis pour des shootings.
Il se regardait dans le miroir, ajustant sa veste, posant son sourire calculé, se convainquant que c'était sa voie vers cette vie qu'il avait toujours voulu. C'était une nuit où il avait accepté une invitation dans un club privé. Il n'avait pas les moyens d'y entrer, mais son ami influenceur Youssef lui avait offert une entrée, prétendant qu'il devait absolument être vu ce soir-là. Les murs vibraient sous les basses, les lumières dansaient sur les verres et tout le monde semblait respirer l'argent et le pouvoir. Dans un coin, isolé derrière une table où des bouteilles aux étiquettes dorées brillaient, il aperçut cet homme. Costume taillé sur mesure, montre épaisse au poignet, parfum lourd qui laissait une trace dans l'air. Cet homme dégageait une aura que même les plus jeunes influenceurs craignaient de déranger. Ils échangèrent d'abord un regard, puis un sourire poli. L'homme l'observait comme on observe une œuvre qu'on envisage d'acquérir. Il s'approcha finalement, un verre à la main, posant des questions simples, comme s'il s'intéressait sincèrement à son parcours, à sa famille, à ses rêves. Il parlait d'une voix calme, posée, comme quelqu'un qui n'est jamais pressé. Rapidement, il apprit qu'il s'appelait Monsieur Diallo, qu'il était député, un homme influent dans les couloirs sombres où se scellent les vraies décisions. Ils prirent rendez-vous pour un déjeuner. Là, dans un restaurant où chaque couvert brillait d'un éclat discret, il comprit qu'il avait été choisi. Monsieur Diallo lui parla de ses ambitions, de sa capacité à influencer positivement les jeunes, de son charisme qui mériterait d'être au service du peuple. Les mots étaient beaux, porteurs de promesses. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que c'était une opportunité à ne pas refuser. Quelques jours plus tard, il devint son assistant, sans grand effort. Son rôle était simple au début, organiser des événements, gérer ses réseaux, préparer des publications. En retour, il recevait un salaire plus élevé que tout ce qu'il avait gagné jusque-là, et il découvrit le goût du pouvoir, le vrai. Les voitures qui venaient le chercher le matin, les chambres d'hôtel 5 étoiles lors des déplacements, les dîners où tout le monde le saluait parce qu'il était celui qui est avec le député. Il goûtait à une forme de respect qui le rendait ivre. Il se voyait déjà grand, important, influent. Il s'imaginait un futur où lui aussi porterait un costume sur mesure, où lui aussi aurait un chauffeur et des gardes du corps, où il serait celui qui décide, celui que l'on regarde avec envie. Chaque jour passé à côté du député renforçait cette ambition en lui, nourrissant ce feu qui avait commencé à brûler dans la cour du lycée. Il croyait avoir trouvé son chemin, croyait être sur le point de conquérir ce monde qu'il avait toujours voulu. Mais il ne savait pas que ce pouvoir qu'il idolâtrait l'observait déjà comme un futur sacrifice. Très vite, il se montra indispensable. Organisé, rapide, intelligent, il anticipait les besoins du député avant même que celui-ci ne les exprime. Il gérait les rendez-vous, écrivait des discours, contrôlait les publications sur les réseaux sociaux pour maintenir l'image parfaite de l'homme politique. Chacun de ses efforts était motivé par cette soif de reconnaissance, ce besoin d'être vu, d'être applaudi, de sentir qu'il appartenait à ce cercle fermé qu'il avait tant convoité. Monsieur Diallo, impressionné, commença à le traiter comme un fils qu'il formait à la dure réalité du pouvoir. Parfois, après un meeting, il s'isolait dans un salon privé, partageant des repas coûteux, trinquant à des victoires électorales. Le jeune homme ne se lassait jamais de ces moments où il se sentait respecté, indispensable, intouchable. Il recevait des montres de marque en remerciement de son dévouement, des costumes élégants pour représenter dignement lorsqu'il accompagnait le député à des événements. Il découvrait le plaisir d'avoir des chaussures qui claquaient sur le marbre des halls d'hôtel, de porter des parfums rares qui laissaient une trace de son passage. Bientôt, il accompagna le député dans d'autres villes, d'autres pays, goûtant à des suites d'hôtels où la vue sur la ville lui donnait le vertige, se prenant en photo dans les ascenseurs vitrés pour capturer l'image de cette réussite. Il postait sur ses réseaux sociaux des extraits soigneusement choisis, laissant croire à ses abonnés qu'il avait tout compris à la vie, que le luxe lui appartenait naturellement. Pourtant, dans l'ombre, quelques anciens assistants l'observaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Certains l'abordèrent discrètement, lui glissant quelques phrases vagues. « Fais attention, ici, tout se paie un jour. Ne crois pas que tout est gratuit. Tu verras, un jour, ils demanderont quelque chose en retour. » Mais il haussait les épaules, souriait, répondait que tout allait bien, que c'était le prix de la réussite, que lui était prêt à tout pour garder sa place. Il ne comprenait pas leurs regards fatigués, leur silence lourd après leurs avertissements. Il croyait qu'ils étaient simplement jaloux, incapables de supporter la lumière de ce monde. Lui, il se sentait vivant, plus proche que jamais de ce qu'il avait toujours rêvé.
Chaque jour passé aux côtés du député renforçait sa confiance, le plongeant plus profondément dans cette illusion de puissance. Il avait trouvé sa place, pensait-il, parmi ceux qui dirigent, qui possèdent, qui décident. Et dans le secret de son cœur, il se promettait d'aller encore plus haut, peu importe ce qu'il faudrait sacrifier, jusqu'au jour où on lui proposa un marché qu'il ne pouvait refuser. Ce soir-là, il n'avait pas compris pourquoi M. Diallo lui avait demandé de venir seul, bien habillé, à ce dîner dans un hôtel discret mais somptueux, loin des regards habituels. Le parfum des fauteuils en cuir et le reflet des lustres dans les verres lui firent croire à une réunion de haute importance. Il ajusta sa veste, respirant profondément pour calmer l'excitation qui montait en lui. Il se disait que peut-être ce soir, on lui proposerait un poste plus grand, plus stable, qui lui ouvrirait enfin les portes de l'Assemblée. Le député n'était pas là. À sa place, un homme qu'il avait déjà aperçu lors de quelques réunions fermées. Monsieur Traoré, un ministre connu, respecté, qui faisait trembler des hommes plus âgés que lui. Ce dernier l'accueillit d'un sourire tranquille, l'invitant à s'asseoir à la table déjà dressée avec soin. Un serveur discret versa le vin, s'éclipsa, laissant le silence s'installer quelques secondes avant que le ministre ne parle. Il parlait calmement, d'une voix posée, évoquant l'avenir du jeune homme, ses ambitions, sa loyauté. Il lui dit qu'il avait du potentiel, qu'il pouvait devenir quelqu'un de grand, qu'il fallait parfois accepter certains sacrifices pour atteindre le sommet. Les mots flottaient dans l'air, chargés de sous-entendus qu'il essayait d'ignorer, se concentrant sur son assiette, sur le verre qu'il tournait entre ses doigts. Puis le ministre posa sa main sur la sienne, sans brutalité, sans gêne. Le jeune homme releva les yeux, croisant un regard tranquille, sûr de lui, un regard qui ne demandait pas vraiment la permission. Il comprit à cet instant ce que l'on attendait de lui. Un frisson lui parcourut les reins. Un mélange de peur et de dégoût, mais aussi de curiosité et d'excitation. Son cœur battait fort, ses pensées s'entrechoquaient, se rappelant tous les avertissements qu'il avait ignorés. Il pensa à sa mère Fatima, à son père Amadou, à cette maison qu'il rêvait de leur offrir. Il pensa au regard de ceux qui le verraient un jour dans une voiture de luxe, aux filles qu'il avait autrefois ignorées, aux hommes qui devraient le respecter. Et cette pensée lui fit serrer les dents, chassant la peur pour laisser place à cette ambition glaciale qui grandissait en lui depuis l'adolescence. Il ne dit pas non. Il ne dit rien. Il se contenta de baisser les yeux lorsque le ministre parla de l'étage au-dessus, de la chambre réservée, du chauffeur qui l'attendrait demain matin. Il entendait son cœur tambouriner dans ses oreilles, se demandant s'il était en train de détruire sa vie ou de la sauver. Il croyait pouvoir revenir en arrière après cette nuit, croyait que ce ne serait qu'un pas de plus vers la réussite, sans comprendre qu'il venait de s'enchaîner à quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais fuir. Ils montèrent dans cette chambre silencieuse, le couloir semblant interminable sous le bruit feutré de leurs pas. Il gardait les yeux fixés sur le tapis, retenant sa respiration, tentant d'ignorer le poids qui pesait sur ses épaules, ce mélange de honte et d'excitation qui lui tordait le ventre. Il se répétait qu'il devait le faire, qu'il n'avait pas le choix s'il voulait sa place dans ce monde qu'il avait tant désiré. La chambre sentait le parfum cher, le linge propre, le bois ciré. Le ministre parlait peu, le regardait avec cette assurance qui disait qu'il avait fait cela des dizaines de fois, qu'il ne voyait en lui qu'un passage, un outil, un sacrifice consentant sans le dire. Lorsqu'il posa les mains sur lui, il se figea, ferma les yeux, essayant de s'imaginer ailleurs, de se convaincre que ce n'était rien, qu'il survivrait, qu'il oublierait. Mais chaque seconde semblait graver dans sa mémoire une blessure invisible. Il ne cria pas, il ne protesta pas. Quand tout fut terminé, il resta allongé quelques instants, fixant le plafond, essayant de retrouver son souffle, de reprendre possession de son corps. Lorsqu'il se leva, il s'habilla lentement. Le ministre était déjà en train de composer un message sur son téléphone, comme si rien ne venait de se passer. Il sortit de la chambre, marcha dans le couloir sans se retourner, se sentant vidé, sale, petit. Mais le lendemain matin, une voiture l'attendait, noire, élégante. Le chauffeur l'accueillit avec respect, l'appelant monsieur. Dans la voiture, un sac contenant des liasses d'argent, un téléphone dernier cri et une montre de marque. Il resta muet, les doigts tremblants sur le cadran de la montre, sentant une vague d'émotions contradictoires le traverser. Le soulagement, l'orgueil, la culpabilité, le malaise. Son téléphone vibra. Un message de monsieur Diallo. Tu es un élément précieux. On se voit au bureau. Promotion confirmée. Il se regarda dans le reflet de la vitre, vit son visage jeune,
Son costume trop beau pour lui, ses yeux fatigués qui semblaient crier qu'il avait vendu quelque chose cette nuit-là. Il se força à sourire, se répétant qu'il était fort, qu'il était prêt à tout pour avoir cette vie. Mais au fond, il savait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais effacer. Il retourna travailler, la tête haute, jouant son rôle à la perfection, répondant aux appels, gérant les réunions, serrant des mains, souriant aux caméras. Mais dans le silence de ces nuits, il sentait encore le poids de ce qu'il avait donné, de ce qu'il avait sacrifié, sans comprendre tout ce qu'il perdait à chaque respiration. Il ne savait pas qu'il venait de signer, sans encre, le début de sa fin. Ce fut rapide, bien plus rapide qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Quelques mois après cette nuit dans l'hôtel, il reçut sa nomination officielle en tant que directeur de communication d'une structure politique influente. Son nom apparaissait dans les journaux, dans les stories de ceux qui le suivaient, accompagné de félicitations et d'éloges sur son parcours inspirant. Il savourait chaque notification, chaque message de ceux qui l'avaient ignoré auparavant, se disant qu'il était enfin devenu quelqu'un. Son salaire avait triplé. Les primes pleuvaient après chaque campagne réussie, après chaque événement qu'il gérait avec précision. Avec une lenteur arrogante dans les rues de sa ville, vitres teintées baissées juste assez pour que l'on voie son visage. Il laissa les clés de la voiture à ses parents un matin, les regardant pleurer de joie, répétant qu'il était fier de pouvoir enfin leur rendre ce qu'ils lui avaient donné. Il leur avait promis une maison plus grande, plus lumineuse, loin des tracas du quartier où ils avaient toujours vécu. Il visita des terrains, négocia des prix, signa des papiers avec une assurance nouvelle, posant pour des photos avec l'agent immobilier, le sourire maîtrisé d'un homme qui avait conquis sa destinée. Ses parents ne comprenaient pas vraiment comment il avait atteint ce niveau si vite, mais ils n'osaient pas poser de questions, trop heureux de le voir réussir. Les invitations commencèrent à arriver, dîners privés avec des ministres, brunch dans des hôtels 5 étoiles, sommets politiques où il serrait la main de présidents et de gouverneurs, capturant discrètement ces moments pour son compte Instagram. Il savait que chaque photo augmentait son aura, que chaque post alimentait le respect et la jalousie de ceux qui le regardaient de loin. Il s'habillait avec des costumes sur mesure, changeait de parfum selon les occasions, apprenait à parler le langage de ceux qui possédaient le pouvoir. Il riait à leurs blagues, se joignait à leurs toasts, recevait leurs félicitations pour son efficacité, pour son charisme utile. Il commençait à prendre goût au regard qui le suivait lorsqu'il entrait dans une pièce, au silence qui s'installait lorsqu'il s'exprimait. Mais avec cette ascension, son arrogance grandissait. Il parlait moins à ses anciens amis, ignorait les messages de ceux qui n'avaient rien à lui. Il se sentait intouchable, protégé par le cercle dans lequel il évoluait désormais, persuadé que rien ne pourrait l'atteindre tant qu'il resterait utile. Il ne savait pas qu'à chaque corps qu'il touchait, chaque nuit offerte au pouvoir, sa vie raccourcissait silencieusement. Les voyages étaient devenus une routine. Un coup de fil, un message codé, et il préparait sa valise, y glissant ses chemises en soie, ses montres alignées dans un petit coffret, ses parfums les plus puissants. Il prenait des vols de dernière minute, business class. Les hôtesses le saluaient avec le sourire réservé aux habitués importants. Il publiait parfois des photos floues d'ailes d'avion, des petits déjeuners servis sur des plateaux en argent, laissant ses abonnés deviner sa destination, alimentant l'illusion d'une vie parfaite. Dans chaque ville, un hôtel 5 étoiles l'attendait. Des suites aux baies vitrées donnant sur des lumières infinies, des piscines sur les toits, des dîners où les nappes sentaient l'amidon et où les verres résonnaient dans le silence feutré des affaires qui se faisaient sans témoin. Un ministre, un conseiller, un président parfois, l'attendaient. Le visage calme, les yeux calculant déjà ce qu'il prendrait de lui cette nuit-là. Il ne disait rien. Il se préparait, prenait une douche trop longue, se regardait dans le miroir, se répétant qu'il faisait tout cela pour son avenir, pour ses parents, pour cette vie qu'il méritait après toutes ces années à envier les autres. Il touchait en retour, en serrant les dents, en souriant après. Le lendemain, une enveloppe lourde l'attendait. Un transfert bancaire discret apparaissait sur son compte. Parfois une montre nouvelle ou un parfum rare sur la table de chevet. Parfois un simple merci, tu es utile. Il collectionnait les montres de luxe comme d'autres collectionnaient l'été. Les trophées. Chaque pièce était pour lui un symbole de sa valeur, un rappel qu'il était désiré, indispensable. Il faisait ajuster ses costumes sur mesure chez des tailleurs silencieux, payant sans regarder le montant, choisissant des tissus italiens, des doublures brodées de ses initiales. Il souriait sur ses photos, se montrait dans des stories où il posait près de piscines, de voitures étrangères, de cocktails aux couleurs éclatantes. Mais chaque nuit,
Après que la lumière de son téléphone s'éteignait, un silence lourd tombait sur lui. Ses parents vivaient désormais dans leur belle maison. Ses frères et sœurs le regardaient avec admiration. Ses anciens camarades se courbaient devant lui, mais aucun d'eux ne savait ce qu'il donnait réellement pour maintenir cette image. Il n'avait personne à qui parler de ses nuits. Personne à qui dire qu'il se sentait parfois vidé, qu'il avait peur de se réveiller un matin sans se reconnaître dans le miroir. Il n'avait personne qui le connaissait réellement, personne qui l'aimait sans rien attendre en retour. Il croyait maîtriser ce jeu, croyait tout contrôler. Il ne savait pas qu'à chaque corps qu'il touchait, chaque nuit dans le luxe, sa vie raccourcissait, goutte après goutte. Il ne sut pas quand il commença à le remarquer. Peut-être lors de cette soirée discrète où il avait invité cette jeune femme rencontrée lors d'un gala. Amina, un sourire lumineux, une voix douce qui le faisait rire, un parfum discret qui restait dans ses draps après son départ. Elle était repartie au petit matin après une nuit qu'il avait voulu normale, sans arrière-pensée. 2 semaines plus tard, il apprit qu'elle avait eu un malaise sur son lieu de travail, un effondrement brutal, un hôpital, puis un silence autour de son nom. Il essaya d'oublier, se disant que ce n'était qu'un hasard, mais cela arriva encore. Une autre, Salimata, rencontrée dans un lounge, qui disparut de ses réseaux sociaux du jour au lendemain, puis des rumeurs parlant de crise psychologique, d'internement. Une autre encore, Mariama, une étudiante ambitieuse qu'il avait rencontrée lors d'un voyage officiel, qui perdit soudainement sa bourse, son logement, avant de quitter la ville sans laisser de traces. Au début, il refusa de faire le lien. Il se disait que ce n'était pas possible, qu'il n'avait aucun rapport avec ces drames. Mais la peur commença à le ronger, dans le silence de ses nuits, lorsque ses yeux se perdaient dans le plafond, que le visage de ces femmes lui revenait, souriante, confiante, avant de sombrer dans des ténèbres qu'il ne pouvait plus ignorer. Il évita d'en parler à qui que ce soit. Comment aurait-il pu expliquer que toutes celles qui s'approchaient de lui finissaient par disparaître, tomber malades, perdre leur chance, comme si quelque chose en lui les contaminait? Il préféra ignorer, se concentrer sur son argent, sur ses rendez-vous, sur les missions confiées par les politiciens qui lui souriaient et l'appelaient mon fils, notre étoile. Il se rassurait en se disant qu'il n'avait signé aucun pacte, qu'il n'avait jamais mis les pieds dans un endroit de sorcellerie, qu'il ne faisait que travailler et servir, même si cela signifiait parfois offrir son corps. Il se persuadait que tant qu'il priait parfois, tant qu'il offrait de l'argent aux pauvres, il était protégé. Mais au fond, il savait. Il savait que quelque chose clochait, que chaque nuit qu'il passait avec un ministre, un président, un conseiller puissant, renforçait cette malédiction silencieuse. Mais il ne voulait pas comprendre, préférant plonger dans les odeurs de cuir de ses nouvelles voitures, le goût du champagne, les regards d'admiration de ceux qui le voyaient comme un modèle. Il continuait à accumuler richesse et luxe, souriant à ses parents, offrant des cadeaux à ses proches, sans savoir qu'il n'avait plus que 5 années à vivre. Se répétant qu'il avait réussi, qu'il était désormais au-dessus de tous ces jeunes qu'il enviait autrefois. Mais dans ses yeux brillait une lueur vide, un éclat qui ressemblait à celui d'une flamme qui vacille avant de s'éteindre. Il continuait à accumuler argent, luxe, pouvoir, voyage, reconnaissance, tout ce qu'il avait toujours voulu. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose manquait, quelque chose qu'aucun montant sur son compte ne pourrait jamais acheter. Il ne savait pas que 5 années, c'était tout ce qu'il lui restait avant que ce luxe qu'il avait tant désiré ne devienne son tombeau silencieux. Ce jour-là, il avait décidé de leur faire une surprise. La villa se dressait dans un quartier paisible, avec un portail électrique qui s'ouvrait en silence, laissant apparaître une allée pavée bordée de fleurs importées. La maison était peinte en blanc, avec des vitres immenses qui reflétaient le ciel. À l'intérieur, le carrelage brillait. Les meubles étaient neufs. La cuisine sentait le bois verni. Les chambres avaient des lits si grands qu'on pouvait s'y perdre. Ses parents avaient pleuré ce jour-là, des larmes de gratitude, d'incompréhension aussi. Ils ne comprenaient pas comment leur fils avait pu atteindre ce niveau de réussite en si peu de temps. Lui, il souriait, les prenait dans ses bras, répétant qu'il méritait cette vie, qu'il leur devait tout, qu'il n'avait fait que travailler dur pour leur offrir ce confort. Il leur offrait aussi des voitures, des vêtements, payait les factures de leurs proches, envoyait de l'argent à des membres de la famille qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Chacun le bénissait, priait pour lui, l'appelait le sauveur de la famille, le fils béni. Il acceptait ses éloges avec un sourire maîtrisé, tout en se sentant de plus en plus vide à chaque mot. Ses réseaux sociaux étaient devenus le reflet de cette vie de rêve. Photos dans des salons d'aéroport, dans des piscines à débordement.
devant des hôtels de luxe. Les messages d'admiration affluaient. Tu es une inspiration. Tu prouves qu'on peut réussir dans ce pays. Frère, un jour j'aurai ta vie. Il liquait, répondait parfois avec un emoji, renforçant son image d'homme proche du peuple malgré son succès. Sa réputation dans le milieu politique grandissait. On le présentait comme un exemple de la jeunesse ambitieuse, un modèle à suivre, un symbole d'efficacité et de fidélité. Il serrait des mains importantes, posait aux côtés de présidents, se faisait interviewer, apparaissait dans les journaux. Partout où il allait, il sentait le respect, l'envie, l'admiration. Mais derrière chaque photo, chaque sourire public, il y avait ce moment, le soir, où il se retrouvait seul dans ses suites d'hôtels, le visage éclairé par la lumière de son téléphone, scrollant sans but, lisant les éloges tout en sentant son cœur se serrer. Il n'avait personne à qui parler de ses nuits avec ceux qui lui offraient ce pouvoir, personne à qui confier qu'il sentait quelque chose mourir en lui à chaque fois qu'il acceptait ses rendez-vous dans l'ombre. Il voulait croire qu'il contrôlait tout, que ce vide n'était qu'un passage, que le luxe et le pouvoir suffiraient à effacer cette sensation de perte. Mais personne ne voyait le compte à rebours invisible au-dessus de sa tête. Il avait enfin touché ce rêve qu'il poursuivait depuis son adolescence. Le voyage à Dubaï, il l'avait immortalisé dans ses stories, le visage illuminé par les lumières dorées de la ville qui ne dort jamais. Il posait devant les voitures les plus chères, marchait dans les halls de marbre des hôtels où l'air sentait le luxe, commandait des plats aux noms compliqués qu'il ne mangeait même pas, juste pour poster la photo. Dans le jet privé, il souriait, lunettes noires sur le visage, montrant son poignet où brillait une montre qui coûtait plus que le salaire annuel de certains de ses anciens amis. Chaque fois qu'il recevait un waouh dans ses messages, il ressentait une petite victoire, une preuve qu'il était enfin celui qu'on enviait. Les soirées à Dubaï, dans les pantous aux piscines intérieures, avec les influenceuses qui riaient en sirotant leurs cocktails, les hommes d'affaires et les politiciens qui fumaient leurs cigares en parlant de contrats et de projets, c'était devenu sa routine. Il ne payait presque jamais, car tout le monde voulait de lui, voulait sa présence, son image, sa capacité à attirer l'attention et le prestige. Il se surprenait parfois à regarder les serveurs dans ses soirées, ceux qui passaient entre les invités, la tête baissée, silencieux, invisibles. Il se souvenait qu'il avait été comme eux, invisible, à regarder ce qui brillait. Désormais, c'était lui que l'on regardait. Et dans son cœur, un mépris silencieux s'installait pour ceux qui n'avaient pas eu le courage de faire ce qu'il avait fait pour arriver ici. Mais derrière les flashs des photos, les rires, les toasts levés, il y avait des regards, des mains posées sur son épaule, des invitations discrètes dans des chambres où le parfum du pouvoir se mélangeait à la sueur. Il acceptait encore et encore, parce qu'il ne savait plus dire non, parce qu'il avait peur de perdre cette place. Il rentrait parfois dans ses suites d'hôtels, les vêtements encore parfumés des odeurs de la soirée, s'asseyait sur le lit, les yeux perdus dans la ville illuminée. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait seul, profondément seul, comme si tout le luxe autour de lui n'était qu'un décor fragile prêt à s'écrouler à tout moment. Il se levait chaque jour, se regardait dans le miroir, ajustait ses montres, ses chemises en soie, et se disait qu'il n'avait pas le droit de faiblir, qu'il devait continuer à être celui qu'on admirait. Et pourtant, personne ne voyait le compte à rebours invisible au-dessus de sa tête. Personne ne savait que chaque jour qui passait le rapprochait d'une fin qu'il ne pourrait pas acheter avec tout son argent. Il se souvenait encore de ce matin où il s'était réveillé sans force, le corps lourd comme s'il avait porté un poids toute la nuit. Il avait mis cela sur le compte de la fatigue, des voyages, des soirées trop longues, des nuits où il enchaînait les rendez-vous. Il prit une douche glacée, s'habilla, ajusta sa montre, son parfum, et sortit comme si de rien n'était. Mais cela se reproduisit encore et encore. Des matins où il se levait avec des vertiges, des palpitations dans le cœur, des moments où il devait s'asseoir quelques secondes avant de continuer à marcher. Parfois, en pleine réunion, son esprit se vidait, ses mains tremblaient légèrement sous la table, et il se forçait à sourire, à hocher la tête, à rire aux blagues des politiciens qui le regardaient sans voir le malaise dans ses yeux. Il alla voir des médecins, fit des analyses. Tout est normal, disait-il. Vous êtes en parfaite santé. Certains lui conseillaient de se reposer, de ralentir, mais il ne pouvait pas. Comment ralentir quand il avait travaillé si dur pour atteindre ce niveau? Comment dire non au voyage, au rendez-vous, aux politiciens qui l'appelaient pour une mission? Il continuait, malgré les sueurs froides qui le prenaient parfois la nuit, malgré les insomnies où il fixait le plafond dans l'obscurité des suites d'hôtels, le cœur battant trop fort sans raison.
Il se forçait à croire que ce n'était rien, qu'il allait se remettre. Mais autour de lui, il remarqua que certains regards changeaient. Les politiciens qui l'appelaient mon fils se faisaient plus rares. Certains l'évitaient. Leur sourire disparaissait rapidement quand leurs yeux croisaient les siens. Il entendait des murmures, des rumeurs qu'il n'arrivait pas à comprendre, des phrases coupées lorsqu'il entrait dans une pièce.